Bonjour à tous. Bienvenue à cette session donc, du printemps sur croissance verte ou renoncement à la croissance, perspective et choix. L'actualité évidemment résonne avec ce titre. On a eu cet été la sécheresse qui nous a rappelé l'accélération, l'intensification du changement climatique. On a tout récemment en France les raffineries et on voit la difficulté qu'il y a à rapidement ajuster nos comportements face à la hausse des prix de l'énergie. Et donc le potentiel de déstabilisation sociale fort dès qu'on veut faire évoluer un petit peu les comportements. Donc du coup, pour cette session, la question de départ, c'est un peu qu'est-ce qu'implique la direction de la neutralité carbone en termes de niveau de vie, à court terme mais aussi à long terme. Alors j'ai avec moi aujourd'hui pour en parler une très belle session, trois intervenants. Donc Kathleen Schubert, juste à côté de moi, qui est déjà bien connue, je crois, du Préco. Voilà, bon, professeur, je t'introduis très rapidement, hein, professeur Paris 1 Panthéon-Sorbonne, titulaire de la chaire Changement climatique à l'École de Paris, spécialiste des questions d'économie climat. J'ai également Nathalie Giroir de l'OCDE, qui dirige le programme international pour l'action sur le climat, mais qui a été auparavant coordinatrice de la stratégie pour la croissance verte à l'OCDE. Donc je pense que tu pourras aussi nous donner un angle plus international à cette question. Et puis Marc Fleurbet est avec nous. Marc Fleurbet, qui est administrateur de l'INSEE à l'origine, j'y suis particulièrement sensible puisque c'est aussi mon cas, mais qui s'est tourné vers une carrière universitaire et de recherche. Bon, tu as enseigné à Princeton notamment, et puis tu es revenu il n'y a pas très très longtemps en France, professeur à l'École de Paris, et la chaire également cofinancée par l'INSEE sur la mesure du PIB. Je pense que tu nous aideras peut-être à approfondir la question, la notion de croissance pour élargir un petit peu notre débat. Voilà, et puis moi-même, je ne me suis pas présenté, mais je le fais à toute vitesse, Nicolas Carnot, donc directeur des études et synthèses économiques à l'INSEE. Alors je voudrais commencer sans plus attendre, peut-être par toi, Kathleen, en te posant cette question redoutable. Il faut qu'on replace l'enjeu, qu'on aide à trouver des éléments de repérage. Est-ce qu'on peut arriver à la neutralité carbone tout en continuant à prospérer et à voir nos niveaux de vie croître? Est-ce que tu peux nous aider à défricher cette question? Merci. Donc, je vais essayer de replacer ça dans le contexte historique, un peu, pour vous dire que s'inquiéter de la décroissance, ce n'est pas du tout nouveau. Donc, vous avez sans doute appris que Malthus, déjà, donc, au XIXe siècle, avait mis en avant la notion de rareté absolue. Bon, pour lui, c'était la terre qui était rare. Donc, il voyait un monde dans lequel la terre était en quantité finie, la population croissait, et donc il y avait un problème parce qu'au bout d'un moment, on n'arriverait plus à nourrir tous ces gens qui croîtraient en nombre infini sur une quantité de surface donnée. Donc, il a mis en évidence cette notion de rareté absolue. Et beaucoup d'économistes par la suite se sont intéressés à ça. Vous avez eu, après la révolution industrielle, ou au moment de la révolution industrielle, vous avez eu un livre célèbre de Jevons en Angleterre qui disait que la révolution industrielle ne pourrait pas continuer, que l'économie britannique allait s'effondrer parce qu'on n'aurait plus de charbon. Alors, ni la rareté de la terre, ni la rareté du charbon n'ont empêché le développement en réalité. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Est-ce qu'on arrivera toujours à surmonter ces raretés? Ou dit autrement, est-ce qu'il existe des limites physiques à la croissance? On est dans un monde fini. La Terre, c'est un monde fini.
est-ce qu'il est possible de croître indéfiniment à partir d'une nature qui est par essence finie? Donc c'est vraiment la question de la rareté. Est-ce qu'il existe une rareté absolue qui pose des limites physiques à la croissance? Donc vous voyez que ce n'est pas du tout une question idéologique ni rien. C'est vraiment, on se pose vraiment cette question sérieusement de la possibilité d'une croissance infinie sur une base naturelle finie. Alors, vous avez eu, plus près de nous, vous avez eu des réponses négatives à cette question. La plus connue, c'est peut-être le rapport Meadows, les limites à la croissance, qui reprenait exactement cette problématique de rareté absolue et qui expliquait donc que l'économie mondiale allait s'effondrer, faute de ressources minérales, de ressources fossiles, énergies fossiles, etc. Donc toutes les ressources naturelles qui viendraient à manquer parce qu'on puisait trop dans ces ressources. Voilà, donc il y a toute une filiation historique à cette question. À l'opposé, vous avez une autre vision qui est nettement plus optimiste, qui consiste à dire que en fait, la rareté, elle n'est pas vraiment absolue. Vous avez une rareté relative. Quand une ressource commence à s'épuiser, son prix s'élève, en fait. Et du coup, le fait que son prix s'élève, ça déclenche des substitutions. Donc, les gens vont se mettre à faire autre chose pour essayer de remplacer cette ressource qui s'épuise, soit trouver des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, et que du coup, la rareté est juste relative et que l'humanité, qui n'est jamais à court d'idées, va toujours trouver des idées nouvelles pour remplacer ces ressources qui s'épuisent. Bon, là, de nouveau, c'est un pari sur l'avenir. OK, jusqu'à présent, c'est ça qui s'est produit. Mais est-ce que ce sera comme ça de toute éternité? Bon, j'en sais rien. Donc, cette vision, elle est très fondée sur le fait qu'on va connaître du progrès technologique en particulier, qui va permettre de substituer des modes de production propres aux modes de production polluants, des énergies renouvelables aux énergies fossiles, des matériaux qui auront moins besoin de minerais rares, etc. Vous voyez, donc vraiment fondé sur la possibilité, grâce à la technologie, de substituer à la nature d'autres formes de ressources. Donc, ce régime de croissance fondé sur l'innovation, du coup, sa conséquence, c'est qu'il nous permettrait de passer d'une croissance polluante ou sale telle qu'elle a été initiée par la révolution industrielle, nécessitant beaucoup d'énergie fossile en particulier, à un nouveau régime de croissance qui serait propre ou verte, comme on dit à l'OCDE, qui serait fondé donc sur de nouvelles technologies, nouvelles matières, nouveaux besoins aussi des ménages, voilà. Et donc, l'idée, c'est que quand on commence à changer de sentier de croissance, à un moment, on peut initier une bifurcation vers ce nouveau sentier de croissance, et après, ça fait boule de neige un peu. Donc, ces innovations vertes voient leur part de marché augmenter, leur prix diminuer. Il y a ce qu'on appelle des spillovers sectoriels et tout ça. Et plus on en fait, mieux ça se passe, disons. Et on part sur un nouveau sentier de croissance qui est propre. Donc, vous avez vraiment ces deux visions qui sont très polaire finalement de la croissance. Alors, au milieu de ça, je ne veux pas être trop longue, donc juste pour terminer là-dessus, vous avez sûrement une voie intermédiaire et à mon avis, mais j'en suis pas absolument certaine, mais je pense que les vraies raretés absolues, c'est pas vraiment les énergies fossiles, parce que moi je suis assez confiante dans le fait qu'on pourra remplacer les énergies fossiles par du renouvelable. Mais je pense que les vraies raretés, c'est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires en termes biophysiques. Vous voyez, le fait que la nature est capable de se renouveler, est capable de nous fournir des services qui sont support de la vie, en fait, et que si ces services-là sont atteints à cause du développement des sociétés humaines, alors là, on va avoir des gros problèmes. Et si ces limites planétaires sont vraiment atteintes, là, on risque d'avoir problème sérieux en termes de croissance. La question, c'est à quel horizon? Est-ce que c'est dans 50 ans, dans 100 ans, dans 10 siècles? Donc là, on a besoin vraiment de travailler avec des scientifiques, des biophysiciens, des biologistes qui nous éclairent ces sujets-là. Voilà, en introduction. D'accord. Merci beaucoup, Kathleen. Alors, tu n'as pas tout à fait répondu, mais c'était une question sans doute impossible à la question de savoir si on pouvait
continuer à voir nos niveaux de vie progresser tout en maîtrisant le réchauffement climatique. Mais par contre, tu as bien redonné ce cadre général de l'économie des ressources en soulignant où tu voyais la vraie limite peut-être à long terme, hein, la limite de notre planète. On pourra éventuellement y revenir après, mais je vais donner la parole à Nathalie en la laissant libre de s'exprimer, mais peut-être en lui suggérant aussi de nous donner un peu la dimension internationale, d'une part, parce que clairement, c'est central dans ce sujet. Et puis peut-être nous parler un petit peu aussi de la manière de faire des politiques. Je ne sais pas sur quoi tu veux développer ton propos. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici avec vous cet après-midi. Alors à l'OCDE, on s'est aussi posé la question naturellement, est-ce que la sobriété, ça va nécessairement se traduire par de la décroissance? Est-ce que la croissance dont on parle, elle est bien mesurée? Marc va certainement aborder la question plus en détail. Et est-ce que, par exemple, des activités qui sont bénéfiques pour le climat, pour l'environnement, pour le bien-être, est-ce que ça peut être inclus dans la mesure de croissance qu'on utilise maintenant? Donc ça, c'est un premier point, c'est sur la mesure. Après, je pense que dans la transition énergétique, il va quand même falloir accepter qu'il y a certains secteurs qui vont devoir se convertir, qu'il va y avoir des ajustements qui vont être nécessaires. Et les travaux à l'OCDE ont montré qu'il n'y aurait pas des gains d'emploi extraordinaires. C'est plutôt modeste. Et au contraire, il faudra regarder comment ajuster les compétences, comment faire de la formation pour les nouvelles technologies qui devront être mises en œuvre et comment faire des ajustements entre les régions. Donc, il y aura certainement des perdants et des gagnants. Et puis aussi, avec ça, il faut peut-être accepter que la croissance économique telle qu'elle est définie maintenant ne sera pas nécessairement au rendez-vous à chaque trimestre. Et comme Kathleen l'a dit, il faut avoir une vision de plus long terme pour pouvoir faire des évaluations qui sont conséquentes. Donc, la question cruciale, c'est comment accompagner cette transition écologique, comment s'assurer que les politiques que les gouvernements vont mettre en place vont favoriser ça pour que justement il y ait un bien-être accru de la population. Et donc, à l'OCDE, depuis à peu près 2009, on a travaillé sur la croissance verte. En fait, depuis la crise financière qu'il y a eu, nos pays membres, on en a 38, nous ont demandé de vraiment incorporer des considérations de l'environnement dans nos prescriptions économiques et de ne pas regarder l'un sans l'autre. Et donc, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre. Et donc, on essaye d'aider les pays à intégrer ces considérations-là dans leur politique, de promouvoir le verdissement de l'économie, de regarder quelles sont des politiques qui sont utiles, quels sont des mécanismes qui sont fondés sur le marché, la suppression des incitations qui sont nuisibles à l'environnement, c'est quoi le climat qui est propice pour promouvoir l'investissement et l'innovation qui est liée à l'environnement. Et puis, encore une fois, bien sûr, quelles sont les implications sociales de cette transformation. Et puis, dans nos travaux, pour donner quelques exemples, par exemple, les États-Unis, en ce moment, ils ont reçu un immense package de à peu près 270 milliards de dollars pour le changement climatique. Et l'Agence de protection de l'environnement va mettre un gros focus sur la justice environnementale. C'est-à-dire que les mesures qui vont être mises en place vont incorporer des incitations pour être sûr qu'elles vont aller aux gens qui en ont le plus besoin. Donc, ça va être le focus le plus important de la dépense. Une autre chose qu'on regarde, c'est par exemple avec la crise de l'énergie actuelle, on se dit que de passer d'un contrôle de prix de l'énergie à des mesures qui sont plus ciblées pour soutenir les revenus, pour lutter contre la pauvreté énergétique, c'est probablement plus utile. Et puis aussi pour maintenir les signaux de prix du carbone.
On regarde aussi tous les plans qui sont passés pour répondre à la crise du COVID. Et puis, ce qu'on dit au pays, c'est de regarder vraiment très minutieusement l'impact environnemental des investissements pour être sûr d'avoir une meilleure identification des projets qui ne sont pas verts, les projets qui sont bruns. Et puis, par exemple, pour les travaux qu'on a fait récemment avec la Belgique, on a soutenu l'élaboration d'un inventaire fédéral de subventions aux énergies fossiles. Parce que sans inventaire, sans liste, c'est très difficile de pouvoir mettre en place des politiques. Donc, il faut commencer par quantifier une par une les mesures dans les budgets qui sont nuisibles à l'environnement. Et puis, en parallèle de ça, on travaille certainement de façon intense sur le climat parce qu'on veut aider les pays à soutenir des actions plus ambitieuses. Les travaux récents des scientifiques ont montré qu'il y avait des franchissements de points de bascule qui pouvaient même se faire dans les années à venir et qu'il fallait vraiment faire des changements systémiques maintenant. Donc, c'est important dans le climat actuel de garder une perspective de long terme sur les objectifs climatiques. Et puis, pour faire ça, nous, on utilise des outils de monitoring des politiques. On développe des bases de données pour 50, 60 pays où on essaye de donner des informations sur les risques climatiques avec des données géospatiales. Vous avez vu, il y a eu des événements extrêmes, des feux de forêt, des sécheresses, des inondations, des tempêtes de vent partout. Donc, avec des données très ciblées, on est capable de mieux aider les pays et les régions à réagir. On regarde aussi quelles sont les bonnes pratiques qui existent pour pouvoir aider les pays à ne pas chercher de façon isolée ce qui est possible. Il y a des banques vertes qui existent, qui se sont créées, qui sont des bons modèles pour aider les investissements bas carbone. Il y a des cadres d'analyse qui sont faits par des pays comme le mien, le Canada, où il y a 10 provinces, 3 territoires, qui est extrêmement décentralisé. Alors, comment coordonner? Le Canada a un programme qui vaut la peine d'être regardé. Après, c'est comment aider les communes au Luxembourg avec un pacte climat qui sont aussi les premiers intervenants, les municipalités, dans le redéploiement des politiques. Et puis, en France, la budgétisation verte, nous, on a suivi de près l'expérience française qui est pionnière. C'est une manière de suivre l'évolution des pouvoirs publics et de l'investissement qui est mis pour l'environnement et le climat. Ça permet de mesurer l'action du gouvernement et ça pourrait être un modèle qui pourrait être utilisé par d'autres pays qui sont aussi à la recherche d'informations plus précises. Mais je dois dire qu'avec la crise, c'est difficile de maintenir le cap. Il y a des risques d'abandon des objectifs climatiques. Comme vous, je lis les journaux et je vois qu'au Royaume-Uni, ils discutent peut-être des engagements de leurs objectifs. En Allemagne, ils ont ouvert des centrales au charbon. En Italie, ils investissent dans des infrastructures gazières. Les mesures sur les carburants et le gaz ne vont pas nécessairement dans la bonne direction. Mais c'est une situation temporaire, j'ose le croire. Il faut continuer à réfléchir et à se dire qu'on doit poursuivre la réflexion pour passer par-dessus ces mesures de court terme. Mais en même temps, est-ce que les effets des récessions vont avoir des impacts sur les ressources pour la transition énergétique? Ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. Mais je pense qu'il faut garder le cap de long terme et maintenir la vision et passer au-delà de l'hiver. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très riche. Tu as touché à la question de la répartition internationale. Tu as beaucoup touché à la question des instruments et des initiatives. Et quelque chose qui me frappe dans la liste un petit peu, c'est que on en retire le sentiment qu'il n'y a pas forcément de mesures magiques, mais il y a... ce qui frappait dans ton intervention, c'est que c'est plutôt une collection d'initiatives plus ou moins d'envergure,
qui peut-être faisait une addition. Ceci étant dit, une réaction que j'avais, on pourra aussi y revenir, c'est souvent dans ce débat sur les instruments, sur les politiques, on oppose un peu un niveau très macro, très stylisé. Bon, il y a le prix du carbone. Voilà, on met une taxe carbone ou un prix du carbone, si possible général, pour tout le monde. Ça permet d'envoyer les bonnes incitations et les gens ajustent, les entreprises ajustent leur process, les personnes ajustent quand ils peuvent. Alors, il faut peut-être les aider. Après, il y a la question de la justice sociale à laquelle dont tu as également parlé. Mais ça, c'est une chose. Après, il y a tout ce qui est pseudo-prix, donc c'est plutôt les réglementations, les normes, etc. Et puis, il y a ce qui touche à la planification, à l'organisation. Donc là, c'est une idée un petit peu différente, puisque l'idée du prix carbone, c'est plutôt de dire, là, on fait quelque chose qui s'applique à tout le monde, et puis après, les gens vont trouver les meilleures manières de s'adapter à ça, tandis que la planification, c'est plus, non, on sait à peu près, ou on a une première idée de là où il faut aller, et on essaye d'orienter les efforts. Mais c'est vrai que dans ton intervention, je me posais un peu la question, mais dans quelle grille ça rentre un peu, tout ça, là. Tu voudras peut-être aussi... il y aura peut-être des questions là-dessus. J'en profite d'ailleurs à propos des questions de l'audience pour vous inviter à les poser. Donc, je vous rappelle qu'il y a un fil Twitter, je crois, hashtag Printemps de l'économie, me semble-t-il. Donc, n'hésitez pas, on attend vos questions que j'essaierai de relayer. Également les questions de la salle, là, tout à l'heure. En attendant, je me tourne vers notre troisième intervenant, Marc. Donc là, toi, je ne sais pas exactement ce que tu vas nous dire. Tu es renommé pour tes travaux là, sur la frontière entre l'éthique, l'économie du bien-être. Donc sur cette question de la croissance, de la modération, tu vas sans doute avoir des choses à nous dire pour peut-être décaler le débat ou en tout cas le faire évoluer. Est-ce que c'est juste une question de savoir si on va pouvoir continuer à avoir toujours plus? Je pense que les gens ne sont plus tellement aujourd'hui dans cette optique-là. Ou est-ce que c'est même la notion qu'il faut réinterroger et comment tu apprendrais ça? Oui, merci Nicolas. C'est la question centrale, effectivement. Et j'avais envie de rebondir sur ce que disait Kathleen tout à l'heure quand elle parlait de rareté absolue et de limites planétaires, pour commencer par finalement décaler un petit peu peut-être ce débat sur la décroissance. Est-ce qu'on peut continuer à croître ou est-ce qu'il faut décroître? Ce débat est souvent mal posé parce que en fait, on a un problème de stock. Je voudrais prendre l'exemple du climat pour clarifier les choses. L'atmosphère a une capacité limitée de stockage du carbone pour rester en dessous d'une certaine température, vous le savez tous. Et donc, à cause de ça, nous avons un budget carbone en termes d'émissions cumulées que nous ne pouvons pas dépasser. Donc, c'est comme si on avait un entrepôt qui avait une capacité limitée. Alors, si on se pose la question, et donc dans cet entrepôt, il se trouve qu'arrive un flux constant, ce sont nos émissions de carbone. Et si on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer à augmenter ce flux ou est-ce qu'il faut le réduire? C'est la mauvaise question. Puisque l'entrepôt a une capacité limitée, le flux, il faut l'amener à zéro. Donc l'objectif de zéro émission nette, il correspond à cette reconnaissance du fait que c'est un problème de quantité absolue, c'est un problème de stock. Et donc l'élément essentiel, ce n'est pas la décroissance. Même si on revenait au niveau de vie des années 40 ou des années 50, ça ne résoudrait absolument pas le problème. Ce qu'il faut, c'est le découplage. Et donc l'idée de croissance verte, ou on peut l'appeler comme on veut, mais c'est vraiment l'idée qu'il faut absolument découpler notre niveau de vie économique de notre action néfaste sur l'environnement. Émissions de gaz à effet de serre et autres pollutions et autres dégradations de l'environnement. Donc cette notion de découplage, je voulais commencer par ça. Mais effectivement, pour abonder dans le sens de la question de Nicolas, la question c'est, au fond, quand on parle de croissance, on parle de la croissance de quoi? C'est ça le point. Quels sont nos objectifs collectivement et individuellement? Est-ce qu'on en veut toujours plus de choses qu'on consomme, qu'on détruit, ou est-ce qu'on veut réorienter
notre consommation individuelle, réorienter notre mode de vie aussi au niveau collectif. Alors, ça passe évidemment aussi par des réflexions sur qu'est-ce qu'on mesure, comment mesure-t-on nos performances. Et c'est là que les économistes, les statisticiens cherchent à réfléchir sur l'amélioration de nos mesures. Et donc le débat sur aller au-delà du PIB est tout à fait dans ce contexte-là. Et donc on parle quelquefois de PIB vert. Je voulais là encore vous mettre un peu en garde contre une approche naïve. On pourrait se dire, ah ben oui, on va remplacer le PIB par un PIB vert qui va tenir compte non seulement de la production de biens de consommation ordinaire, mais aussi de la variation des stocks naturels, si je puis dire, de l'état de la nature. Hein. Quand on dégrade la nature, on va dire ah ben finalement notre croissance n'est pas si bonne que ça, elle est un peu moins bonne parce que on a réduit un petit peu le capital de la nature, par exemple en biodiversité ou des choses comme ça. Mais si on se dit bon, il suffit de remplacer notre objectif de croissance, le PIB ordinaire, par un objectif de croissance du PIB vert, évidemment ça ne va pas résoudre le problème parce qu'on peut croître le PIB vert de façon très brune. En continuant à faire de la croissance très néfaste pour l'environnement. Donc c'est plus compliqué que ça, et c'est pour ça que le découplage est important, mais je voudrais essayer maintenant de faire passer le deuxième message. Si on parle de découplage, eh bien c'est plus facile d'imaginer le découplage d'un vrai objectif comme le bien-être social, le bien-être de toute la population. C'est plus facile de l'imaginer pour le bien-être que de l'imaginer pour la valeur économique, et encore plus que de l'imaginer pour la production physique des choses. Hein. Donc, on peut faire du découplage à différents niveaux, si vous voulez. Et donc, si on parle de découplage du bien-être par rapport à la dégradation de l'environnement, alors là, c'est beaucoup plus facile d'imaginer qu'on peut continuer à aller dans une direction de progrès en matière de bien-être. Le progrès social, c'est une vieille expression qu'on utilisait quand j'étais jeune, ça s'utilise un peu moins, mais je trouve que c'est une expression qu'on devrait remettre au goût du jour. On peut toujours chercher le progrès social et on peut tout à fait espérer le poursuivre sans dégrader l'environnement. Alors, c'est vrai que, et notamment quand on regarde au niveau international, les besoins des pays en développement ont des vrais besoins. Il faut absolument que leur niveau de vie matériel s'améliore. Et donc, il ne faut pas être naïf non plus sur cet aspect-là. Hein, tout le monde ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, il faut tenir compte de cela. Et même pour nous, le niveau de vie économique, c'est une contribution qui n'est pas négligeable au bien-être parce que ça nous rend la vie plus confortable, plus facile. Quand on n'a pas de soucis de survie physique, eh bien, c'est évidemment beaucoup moins stressant. Donc, le niveau de vie économique, on ne peut pas le négliger. Il faut effectivement le rendre le plus propre possible. Mais quand on regarde le bien-être, il y a bien d'autres choses que le niveau de vie économique qui contribue au bien-être. Et là, on a des marges de manœuvre qui sont, je pense, assez considérables. Je voudrais en prendre une toute simple, le loisir. Le PIB ne tient pas compte du loisir. Le PIB, c'est une notion super productiviste qui ne regarde que la production. Mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas la production qu'on fait, c'est les capacités d'agir qu'on a dans la vie. Et donc, ça dépend de la productivité, ça ne dépend pas de la quantité totale de production. Et donc, le loisir, on pourrait avoir une réflexion sur la durée du travail, non seulement dans l'année, mais aussi sur l'ensemble de la vie. Et donc, évidemment, on a des débats actuellement sur la retraite et des choses comme ça, donc où on a des pressions budgétaires, financières, mais en termes d'impact sur l'environnement, eh bien, le loisir, c'est une excellente activité qui, en général, si on ne le passe pas dans les avions pour aller visiter la Terre entière, ça peut être très, très propre, très, très bon pour l'environnement. Autre exemple, et c'est tout à fait en ligne avec le loisir, la qualité des relations sociales. Hein, quand on a plus de temps à passer avec des gens et des relations de qualité, tout ce qui va avec la culture, s'éduquer, se former, participer à des activités artistiques ou scientifiques, tout cela peut être très largement propre. C'est très facile de rendre cela largement propre et ce sont des choses qui contribuent énormément à l'épanouissement. Et puis enfin, quelque chose qui est moins évident, on parlait de justice sociale tout à l'heure, eh bien, on peut améliorer le bien-être collectif en le répartissant mieux les possibilités, les opportunités et le bien-être pour toute la population. Donc, la plupart des mesures
du bien-être collectif, elles tiennent compte de la répartition de ce bien-être. Et plus on a d'inégalités, pour une taille globale du gâteau, plus on a d'inégalités, eh bien, moins la mesure est bonne finalement, parce qu'il y a cette inégalité qui pèse sur l'évaluation. Et donc, une façon qui ne coûte vraiment pas grand-chose au niveau global d'améliorer le bien-être social, c'est de mieux le répartir, de mieux répartir les ressources. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là. Je voulais un petit peu revenir sur cette notion de productivisme qui est très à la mode, notamment dans le débat politique français, et pour insister sur le fait que la croissance de la productivité, c'est quelque chose qui, effectivement, est à rechercher parce que ça nous permet d'avoir plus de possibilités et on peut choisir d'utiliser la croissance de la productivité, pas forcément pour produire davantage et certainement pas pour détruire davantage l'environnement, mais pour s'accorder plus de loisirs, pour se réorienter vers des choses qui sont moins destructrices de l'environnement. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Marc. J'ai déjà quelqu'un qui interroge là sur Twitter, qui nous réinterroge. Est-ce que la croissance verte peut aller de pair avec la sobriété? Donc, on a essayé déjà de commencer un peu à répondre, mais je pense, Kathleen, que ça va peut-être de pair avec ce que tu commençais à nous dire sur le progrès technique, peut-être la nature de celui-ci. Si tu veux revenir un petit peu sur cette question du progrès technique, éventuellement sur celle des instruments de la transition, je pense que ça serait intéressant. Merci, oui. Je n'ai pas regardé les chiffres très récemment, mais les chiffres, il y a quelques années, montraient que les dépenses en termes de R&D public au niveau mondial dans les activités vertes, que ce soit les énergies renouvelables ou d'autres technologies vertes, étaient énormément inférieures encore aujourd'hui donc aux dépenses qu'on fait dans les activités dites sales. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand on parle de croissance verte. La croissance verte, si on veut que ça marche, ça va nécessiter un énorme effort d'innovation, des innovations de rupture. Un exemple, on n'arrivera pas à remplacer le fossile par des énergies renouvelables si on ne règle pas le problème du stockage de l'électricité. Eh bien, pour régler le problème du stockage de l'électricité, il faut des innovations de rupture très importantes. Et pour l'instant, au niveau mondial, on consacre encore une très petite part en fait de l'argent qui est consacré à l'innovation, à la recherche, au niveau public, et au niveau privé, c'est pareil, pour ces innovations vertes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est qu'il y a une bonne innovation, disons. On peut en discuter. Est-ce qu'il y a un bon progrès technique et un mauvais progrès technique? Peut-être c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Est-ce que faire du progrès technique qui va améliorer votre iPhone, par exemple, vous permettre de regarder plus de films ou plus de streaming ou plus de jeux vidéo, est-ce que ça, c'est un bon progrès technique pour passer dans des régimes de croissance verte? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire toute autre chose? Et quoi? Vous voyez, donc je vous invite à vous interroger là-dessus. C'est quoi un bon progrès technique qui mettra les économies sur des sentiers de croissance plus désirables pour nous? Est-ce qu'on est en train de faire les bonnes innovations ou pas? Il y a une question là. Oui, voilà. Oui, c'est quoi un bon progrès technique? Et ça fait le lien avec le bien-être dont parlait Marc. C'est quoi un bon progrès technique? Et aussi, qui drive, enfin, qui tire le progrès technique? Qui l'oriente? Ça aussi, c'est une question qu'on pourrait... Ah, tu veux répondre tout de suite? C'est une question qu'on pourrait aussi soulever. Est-ce que c'est plutôt l'initiative privée, effectivement, qui oriente le progrès technique? Est-ce que c'est plutôt... quel est le rôle de la puissance publique là-dessus? Est-ce qu'on doit mettre des limites, à la limite, à certains progrès? Question controversée, mais qu'on pourrait soulever. Voilà des points sur lesquels moi-même je m'interroge et sur lesquels on devrait peut-être davantage réfléchir. Alors, je ne sais pas si un de vous veut réagir tout de suite à ça, ou sinon on peut peut-être... Tu voulais réagir, Marc, là-dessus? Vas-y, puis après on ouvrira à d'autres questions.
Peut-être rapidement sur le bon progrès technique et le mauvais progrès technique. Effectivement, il y a on en discutait d'ailleurs tout à l'heure avant de commencer, il y a du progrès technique qui crée des nouveaux objets qui ne servent pas forcément à grand-chose. Un exemple de progrès technique qui, a priori, semble pas très favorable dans la situation actuelle, c'est le tourisme spatial. Donc, ça va devenir possible maintenant de passer ses vacances, non pas à Honolulu, mais quelque part très, très haut. En fait, pas si haut que ça d'ailleurs. C'est assez rigolo parce que c'est juste à quelques kilomètres, mais ça coûte très cher et ça émet beaucoup de gaz à effet de serre pour le faire. Donc, ce genre de progrès technique, vraiment, est sans doute pas bon. Par contre, du progrès technique qui économise la peine humaine dans le travail, qui élimine les dangers de certaines tâches, tout ce qui augmente la productivité, j'en reviens un peu à ce thème, ce type de progrès technique, je dirais, est a priori bon à prendre tant que on fait attention aux conséquences sociales, c'est-à-dire lorsque on supprime certains métiers parce qu'on est capable d'automatiser certaines tâches pénibles, eh bien évidemment, les gens qui perdent leur emploi, il faut leur assurer une suite dans la vie. Donc il y a ce type de problématique à développer. Le dernier point que je voulais dire à propos de l'orientation du progrès technique, c'est qu'il y a un débat récurrent en économie sur est-ce qu'il faut la propriété intellectuelle et donc rémunérer l'innovation par la récompense du marché, par le fait que les entreprises ont un avantage sur le marché lorsqu'elles innovent, ou bien est-ce qu'il faut des incitations publiques, des récompenses. Il y a la statue de Denis Papin ici dans la cour. Est-ce qu'il faut récompenser les inventeurs en leur donnant des prix qui sont décidés par la puissance publique en fonction des priorités sociales? Donc il faut sans doute une combinaison des deux. C'est vrai qu'on a eu tendance à la fin du XXe siècle à mettre l'accent beaucoup sur la propriété intellectuelle et la récompense par le marché. Étant donné le fait que le marché ne sait pas bien reconnaître tous les problèmes liés à l'environnement et tout ce qu'on appelle les externalités en général, la récompense du marché est sans doute très biaisée. Et donc, mettre un peu plus d'accent, et c'est très discuté en ce moment pour les questions d'innovation dans le secteur pharmaceutique, mettre vraiment l'accent sur des récompenses liées aux priorités sociales, ça peut être intéressant. Ça, c'est une piste. Nathalie ? Oui, moi, je voulais dire qu'on avait regardé les données de brevets internationaux et les brevets, par exemple, pour les technologies pour l'atténuation du changement climatique. Et ce qu'on regarde, c'est qu'à travers tous les pays, les entreprises, elles ont augmenté massivement leur dépôt de brevets quand elles ont vu qu'il y allait avoir des critères très stricts par pays pour des engagements climatiques avec des cibles. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand les pays s'engagent fermement, quand ils mettent dans leur constitution ou dans leur budget ou dans leurs divers documents des engagements fermes sur le climat, et ben ça, c'est un facteur qui accélère l'encouragement des entreprises à développer des outils technologiques qui vont faire que ça coûte moins cher et ça va être plus rapide d'arriver à des solutions. Merci. Peut-être le moment est propice pour ouvrir à des questions également de la salle. Alors, est-ce que... Voilà, il y a déjà une personne là qui lève son bras, s'il vous plaît. Écoutez, je vous remercie pour les différentes interventions. Moi, j'ai une question tout à fait très simple, très basique. C'est au niveau des indicateurs. Est-ce que le changement du PNB par tête d'habitant par l'IDH, est-ce que c'est un facteur d'accélération de cette sobriété que vous citez, ou est-ce que c'est un ralentisseur? Voilà. La question, si je la comprends bien, c'est le rôle des indicateurs synthétiques. Si on remplaçait le PIB par un indicateur de type IDH, c'est ça votre question? C'est une question à laquelle je suis particulièrement sensible, parce qu'effectivement, c'est une question d'information statistique, en quelque sorte, et je pense que vous avez raison de souligner que ce qu'on mesure, c'est déjà presque ce qu'on cible, d'une certaine manière. Mais je ne veux pas répondre à la place des intervenants qui, enfin je l'ai un peu fait quand même, mais qui ont certainement des avis là-dessus. Je vois que Marc, tu veux parler. Oui, donc votre question renvoie tout à fait à ce que j'essayais de décrire en parlant de réorienter la croissance vers le bien-être.
Donc, si on mesurait les choses en termes de progrès social plutôt qu'en termes de production, de choses matérielles, effectivement, ça aiderait. L'IDH, c'est un bon exemple finalement parce que donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'indice de développement humain qui est développé par le Programme des Nations Unies pour le développement et qui garde le PIB quand même, mais qui ajoute au PIB une composante liée à l'éducation et une composante liée à la longévité, l'espérance de vie dans les différents pays. Donc une composante, deux composantes capital humain, si vous voulez, comme disent les économistes, et qui sont donc pertinentes parce que effectivement le développement humain ça passe beaucoup par le fait d'avoir des gens qui sont en bonne santé, qui vivent longtemps et qui sont bien formés. Et donc, si on ne regarde que la production matérielle, on passe à côté de cela potentiellement, ou alors on n'y pense que de façon instrumentale, en disant « Ah oui, ils seront plus productifs, donc ils vont nous faire plus de choses ». Mais donc, c'est très très bien de mettre ça de façon explicite. Et donc, toutes les réflexions sur les indicateurs alternatifs qui cherchent à aller plus vers des choses qui sont du côté de l'humain, et du côté de ce qu'on appelle le bien-être en un sens large. Quand on parle de bien-être, ce n'est pas forcément juste la satisfaction dans la vie très subjective. Ça peut être un peu plus objectif que ça. Tous ces efforts, je pense, méritent la peine d'être poursuivis. L'OCDE a mené un rôle en fait très pionnier en la matière depuis, enfin autour de l'époque de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi et depuis. L'ONU aussi suit, enfin l'INSEE, Eurostat, tous les organismes vont dans cette direction-là. Et je pense que c'est très bien. Évidemment, c'est toujours très lent. Et puis, le bien-être, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer que la production marchande ou la valeur ajoutée des entreprises. Donc, évidemment, voilà, c'est normal qu'on n'ait pas une recette magique, un indicateur qui sorte comme ça, comme le remplacement du PIB. Alors là, évidemment, ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc, vas-y, oui. Nathalie. Moi, je voudrais compléter en disant que maintenant, grâce aux données géospatiales, grâce aux satellites, on arrive à avoir des informations très précises en faisant un mélange de données géographiques au niveau d'une municipalité et en mettant sur ça des données sur les risques climatiques et des données sur socio-économiques d'une population, donc son éducation, le sexe, l'âge, le travail. Et donc, ça permet de cibler de façon précise des vulnérabilités et d'avoir une information en temps réel. Juste un mot au risque, pour mettre un peu de contradiction, disons. Il faut quand même avoir en tête, à mon avis, que le PIB, c'est quand même la somme des revenus qui sont distribués aux gens dans une économie. Et on voit à quel point les revenus, c'est important. On voit en ce moment les luttes pour le pouvoir d'achat, par exemple. C'est difficile de dire aux gens à court terme, OK, vous abandonnez un peu de revenus, mais vous aurez plus d'éducation et vous vivrez plus longtemps. Ce n'est pas au même horizon, disons. Dans l'horizon immédiat, dans l'immédiateté, aujourd'hui, les revenus restent quelque chose qui est très important pour les gens. Donc, comment faire? Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais comment faire pour faire adopter un changement d'indicateur? Ça, je vois pas trop bien. Voilà. Oui, je crois qu'il faut nuancer effectivement cette question. Il y a quelqu'un en ligne qui fait une remarque qui nous invite à la subtilité aussi, donc je vous le lis. N'y a-t-il pas une grande naïveté à déconnecter la sphère de la connaissance, loisirs culturels, recherche, etc., de celle de la production des biens matériels? Ces biens, livres, Internet, accélérateurs de particules, musées, etc., ne sont-ils pas indispensables à l'expansion souhaitable de la connaissance? Autrement dit, alors ça continue, la mise en cause de la croissance n'implique-t-elle pas l'arrêt du projet des Lumières et le retour au autoréférentiel des mythes? Donc effectivement, la remarque est intéressante parce que est-ce qu'on peut séparer le bon grain de l'ivraie? C'est probablement pas si simple. Oui, vas-y. Oui, donc c'est juste, mais on peut même pousser le bouchon encore plus loin. Le stockage d'informations, ça demande de l'énergie. Donc, à la limite de la limite, la culture, c'est de l'information, et donc ça demande un substrat matériel à un moment donné. Mais malgré tout, il y a une question de degré. On peut, si on investit dans la production de bâtiments en ciment, je peux vous garantir, c'est beaucoup plus néfaste sur l'environnement que si on investit dans de la recherche scientifique dans certains domaines. Effectivement, il y a des domaines
il y a des domaines qui sont très demandeurs en énergie. Mais l'énergie qui est consommée par le CERN à Genève, je n'ai pas les chiffres ici, ce n'est pas mon domaine, mais je suis sûr que comparé à l'énergie d'un certain nombre d'activités économiques, ça n'est rien du tout. Donc, ce sont des énergies qui sont énormes, mais qui sont tellement concentrées sur une petite portion d'espace qu'en fait, en termes d'impact sur l'environnement, c'est absolument négligeable. Donc, ça coûte très cher, c'est très compliqué, etc. Mais l'impact sur l'environnement, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que nous avons une autre question dans la salle? Oui. Merci. Je me posais la question par rapport à la notion de croissance, croissance verte, décroissance. Vous avez dit qu'en effet, c'était plus complexe que ça, notamment par rapport au stock. On le sait, aujourd'hui, c'est la question des ressources naturelles. On sait qu'en effet, les énergies renouvelables, elles ne vont pas pouvoir, en tout cas, non plus être là de manière illimitée, parce que ça demande aussi d'investir dans des panneaux photovoltaïques, dans des éoliennes qui sont aussi très énergivores, en réalité, la construction, je veux dire. Mais je trouve ça un peu dommage, c'est que là, désolée, j'ai pas trop suivi les autres conférences, peut-être que ça a été dit, mais on n'a pas parlé des rapports du GIEC. Vous parliez tout à l'heure de la question de discuter avec d'autres scientifiques. On le sait aujourd'hui, que les ressources, elles sont limitées. On sait que notre modèle, il n'est pas viable. Le thème, c'est la sobriété. Et moi, je trouve ça assez rigolo que, par ailleurs, je sais que ça ne fait pas partie des choses les plus... ça reste symbolique, mais je trouve que le symbole est fort quand on dit qu'on doit arrêter les publicités lumineuses la nuit et finalement, on décide que non, c'est que s'il y a un problème d'énergie. Donc, on voit bien que, en fait, est-ce que réellement... Donc, ma question, pardon. Est-ce que réellement, on a envie de savoir si notre modèle économique est viable dans le temps ou est-ce que juste... On se pose cette question aujourd'hui de la sobriété parce qu'il y a des questions très court-termistes sur la question de l'énergie liée à la guerre en Ukraine et la montée du prix du pétrole, en fait. Alors, bon, vous allez prendre notre place. Bon, merci. Non, mais je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre. S'il vous plaît. Donc effectivement, moi en deux mots, je pense qu'effectivement, la vraie question, c'est bien ici le réchauffement climatique et les émissions de CO2. Là, on a un accélérateur qui est lié à la hausse des prix de l'énergie, mais la vraie question derrière, c'est bien la transition climatique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je crois que sur le fait qu'on s'est mis à parler maintenant de sobriété, maintenant qu'il y a le prix du gaz qui est énorme, conséquence de la guerre en Ukraine, vous avez parfaitement raison. Ça a été déclenché sur le plan politique, disons, par ça. Mais il y a bien longtemps qu'on aurait dû commencer à s'en préoccuper. Ça, je crois que... Imaginez juste un monde où, il y a 20 ans, on aurait commencé à mettre en place un prix du carbone qui aurait augmenté doucement pour que l'énergie ait aujourd'hui le prix qu'elle a à cause de la guerre en Ukraine. On serait beaucoup mieux. On aurait fait les innovations appropriées. On aurait dû s'en préoccuper il y a très très longtemps. Ça, je crois que c'est très clair. Donc, il faut avoir en tête que quand ça va se terminer, je ne sais pas quand c'est, mais quand ça va se terminer, ce problème de court terme, il ne faudra pas relâcher l'effort et il faudra continuer. Vous avez raison. Ça me semble. Donc moi, j'ai été auteur du GIEC, donc je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je parlais de budget carbone. Donc c'est bien ça la question. Et donc effectivement, ça implique d'avoir un changement d'un certain nombre de pratiques de production et de consommation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, il y a quand même des discours qui sont quelquefois un peu radicaux et qui sont populaires, genre il n'y a pas de découplage, ça n'existe pas, c'est un rêve, etc. Je parlais du découplage tout à l'heure. En fait, c'est faux, le découplage, il a lieu, et il a commencé même il y a assez longtemps. Depuis les années 70, la quantité de CO2 émise par rapport au PIB, elle baisse régulièrement. Le problème, c'est qu'elle baisse beaucoup trop lentement, et c'est ça. Et donc elle a baissé en quelque sorte un peu spontanément, et donc pour des raisons diverses, variées, selon les pays, etc. Mais vraiment, il faut faire un effort d'accélération maintenant. Ça devient une question vitale, absolument. On est tous d'accord là-dessus. Tous les scientifiques, pas seulement ceux qui sont au GIEC, sont vraiment
d'accord sur la nécessité d'accélérer les efforts. Oui, c'est certain. Et peut-être il faut revenir un instant sur la dimension internationale, parce que c'est déjà difficile chez nous, mais le défi est quand même beaucoup plus mondial. Et là, il y a quelqu'un, Nathalie, qui nous demande, une question assez simple finalement, quels sont les États les plus engagés pour une croissance verte à long terme? Tu as parlé il y a un instant des États-Unis qui sont en train de faire un U-turn, si je puis dire, mais par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels sont les États les plus engagés pour une croissance soutenable? Je peux dire que c'est sûr que les pays nordiques en Europe ont depuis longtemps des plans pour une croissance soutenable. Ils ont des modes de vie qui sont basés sur un équilibre de bien-être dont Marc a parlé, la partie travail, la partie loisir qui est extrêmement favorable. C'est des pays qui ont aussi une égalité homme-femme très avancée. Et dans ces petits pays du nord de l'Europe, on voit qu'il y a aussi des formations politiques qui aident. Ils ont, par exemple, au Danemark, on en discutait, il y a une coalition de partis au pouvoir qui réussit à s'entendre. C'est quelque chose qui favorise énormément l'acceptation sociale. Les décisions sont prises rapidement et tout le monde s'entend sur les politiques à prendre et c'est engagé dans le long terme. Et c'est sûr que c'est un plus petit pays que la France, parce qu'il y a peut-être 2 millions d'habitants. Mais c'est quand même quelque chose qui donne à réfléchir, à voir de quelle façon est-ce que la cohésion sociale peut aider à faire avancer les débats dans ce sens-là. Et moi, je voulais revenir sur les jeunes et la place des jeunes dans les discussions sur le changement climatique mondial. Ce que je vois, c'est que dans plein de pays, ils sont de plus en plus importants à donner leur opinion, leur voix. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut pour faire réagir les pouvoirs publics. Et donc, je vous encourage à continuer à raffiner vos arguments et à développer vos discours, parce que vous faire entendre, c'est ce qui est porteur, avec aussi la société civile, les organismes qui sont non gouvernementaux. Ils permettent d'appuyer et d'accélérer les débats dans les pays, mais il n'y a pas de modèle unique qui fonctionne. Chaque pays doit faire avec sa propre composition politique, ses ressources naturelles, sa culture. Et donc, il n'y a pas d'instrument magique, comme tu avais dit au début. C'est un appel à la participation qui est presque une conclusion. Je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps. On a quelques petites minutes. Il y a sans doute encore une ou deux questions. Il y en a une là-bas. Je crois qu'il était... Allez-y. Alors, bonjour déjà. On sait tous le rôle qu'auront les entreprises et ont aussi les entreprises par rapport à cette transition écologique. Je me demande si subventionner les entreprises, comme par exemple le score ESG fait par rapport à des axes ou des objectifs environnementaux, est une solution ou va surtout inciter les entreprises à faire du greenwashing et à être écolo pour l'être. Voilà. Excellente question. Qui est-ce qui... Marc? Oui. Ok, on écoute quand même la réponse. Donc vous avez tout à fait raison. Le rôle du secteur privé, des entreprises, est potentiellement très important. Mais les entreprises, malheureusement, n'ont pas été en général un moteur. Donc il y a certaines qui essaient de faire des choses. Mais les entreprises sont un peu coincées par la pression concurrentielle. Et donc,
même si vous êtes dans une entreprise que vous voulez faire les choses bien, en respectant l'environnement, etc., si vos concurrents n'ont pas les mêmes scrupules et se permettent de baisser leurs coûts en détruisant l'environnement, en pressurant leurs salariés, etc., eh bien, vous êtes en situation difficile. Donc, il faut aider le secteur privé. Et comment on peut l'aider? Enfin, il faut l'aider, entre guillemets, hein, il faut le forcer, en quelque sorte, à être vertueux. Donc, vous parliez des critères ESG. Et c'est vrai que donc, la puissance publique, les pouvoirs publics peuvent réglementer, peuvent vraiment aider à ce que les choses soient plus propres. Mais il y a aussi les consommateurs et les investisseurs qui peuvent essayer d'orienter leur consommation et leur épargne vers les bonnes entreprises et vers les bons secteurs. Ce qui manque malheureusement dans ce domaine-là, c'est de la labellisation, de l'information, pour qu'on sache exactement quel est l'impact environnemental de notre épargne, de notre consommation. Et ça nous concerne tous. Quand vous gagnez un peu d'argent, vous verrez ça bientôt, et vous essayez d'épargner de façon responsable. C'est un maquis, et comme vous le disiez, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas l'air sérieuses du tout. Il y a du greenwashing un peu dans tous ces secteurs. Donc c'est encore très imparfait. Donc un gros effort de normalisation est en cours, en partie sous l'égide de l'OCDE et de l'Union européenne, etc. Mais tout cela est encore très très imparfait. Oui, c'est ça, sans doute un effort de normalisation un peu comparable à ce qu'on a pu faire sur les normes comptables. Serait très utile et doit être poursuivi. Alors vraiment un mot court, parce qu'on me fait signe qu'il faut s'arrêter. Très simple qu'on pourrait faire, c'est quand vous avez des applis pour aller faire vos courses, pour voir le Nutri-Score, pour voir c'est le gras qu'il y a dans vos produits, il pourrait aussi y avoir le contenu en carbone, tout simplement. Il y a des choses très simples qu'on pourrait faire, mais qu'on n'arrive pas encore à faire parce qu'il y a des fortes résistances quand même. Voilà. J'ai l'impression que ce débat vous a intéressé, en particulier les questions, les réponses ou les débuts de réponses également, j'espère. Donc je remercie les trois intervenants et merci à tous pour votre participation très active.